Merci Monsieur le Président. Alors, je tiens tout d'abord à saluer le travail de Maxime et Nolwenn pour l'organisation de la conférence et je les remercie très chaleureusement. Un accord collectif peut-il instaurer une prime sanctionnant seulement les absences pour maladie? C'est la question posée à la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012. En l'espèce, un accord collectif avait été signé puis ratifié par référendum au sein de la société Orléans Gestion, société qui assure la gestion des parcs de stationnement public concédés par la ville d'Orléans et par la communauté d'agglomération d'Orléans. L'accord prévoyait un versement dégressif de la prime en fonction des jours de maladie. Autrement dit, plus le salarié est absent et moins le montant de sa prime est élevé. Et au-delà d'un certain nombre d'absences, le salarié ne touche plus de prime. Se trouvant dans cette situation, un salarié saisit le juge pour obtenir le paiement de cette prime. La Cour d'appel d'Orléans fait droit à sa demande, jugeant la prime discriminatoire au regard de l'état de santé du salarié. Les juges du fond sont ensuite approuvés par la Cour de cassation, qui énonce que si un accord collectif peut tenir compte de l'état des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles légalement assimilées à du temps de travail, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. En conséquence, puisqu'elle ne tenait compte que des absences seulement pour maladie, la disposition conventionnelle d'espèce était discriminatoire et donc inopposable au salarié. Loin d'être une surprise, la solution est une reprise de 2 arrêts rendus par la Chambre sociale le 23 juin 2009 en matière d'absence pour fait de grève. La nouveauté du présent arrêt réside dans l'application du principe aux primes instaurées par un accord collectif et qui sont fonction des absences pour maladie. Les partenaires sociaux peuvent donc prendre en compte l'état de santé du salarié pour conditionner l'octroi d'une prime. D'un point de vue contractuel, la solution est logique. Les obligations essentielles du contrat de travail, desquelles relève l'obligation de rémunérer le salarié, sont suspendues pendant l'arrêt maladie. Rien de choquant donc à ce que les primes, accessoires du salaire, suivent le sort du principal. Mais pour s'accorder avec le droit de la non-discrimination, cette possibilité est assortie d'une condition. Toutes les absences doivent entraîner les mêmes conséquences, c'est-à-dire ici, le même abattement sur la prime. Bien comprendre cette condition nécessite un petit détour par la définition de la discrimination. Il s'agit d'une situation dans laquelle, sur le fondement d'un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'a ou ne l'aura été dans une situation comparable. Et toute la difficulté réside dans ce dernier point. Les salariés absents sont-ils dans une situation comparable aux salariés présents? Non, nous répond la Cour de cassation. Ce qui est interdit, ce n'est donc pas de traiter différemment les salariés absents des salariés présents, mais de traiter différemment les salariés absents en fonction du motif de leur absence. Impossible, par exemple, d'octroyer la prime aux salariés absents parce qu'ils font grève et de la refuser aux salariés absents pour maladie. Et c'est donc justement en ce qu'elle ne retenait que les absences maladie que la disposition conventionnelle était en l'espèce discriminatoire. Si la solution dégagée est conforme à la lettre du texte prohibant les discriminations, elle en heurte cependant l'esprit. L'objectif du principe de non-discrimination n'est-il pas en effet que le salarié soit traité aussi bien que les salariés en bonne santé, plutôt que aussi mal que tous les autres salariés absents? La Cour de cassation pose toutefois une exception. Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être traitées comme les autres absences. Le législateur impose en effet que certaines absences, comme par exemple les congés payés, soient traitées comme des temps de présence. Elles ne doivent donc pas, ces absences, entraîner de conséquences sur la prime. À suivre la Cour de cassation, les salariés dont l'absence est légalement assimilée à du temps de travail effectif ne sont donc pas placés dans la même situation que les salariés absents pour d'autres raisons.
Est-ce vraiment le cas cependant? Et sur quoi repose cette distinction? On pourrait penser que le salarié est considéré présent lorsqu'il ne choisit pas d'être absent. C'est pourtant pas ce qui distingue les absences assimilées à du temps de travail des autres absences. Le salarié contraint de s'absenter en raison d'un arrêt maladie, par exemple, est considéré comme absent, contrairement aux salariés en congé payé. On pourrait penser que sont considérés présents les salariés qui usent d'un droit par opposition à une simple situation de fait. Ce n'est pas davantage convaincant puisque les salariés qui participent à une grève, droit constitutionnellement garanti, ne sont pas considérés comme présents aux yeux du législateur. On pourrait enfin penser que sont considérés présents les salariés dont l'absence ne devrait pas normalement peser sur l'employeur. Mais là encore, ça serait en fait la charge du risque de l'absence qui justifierait en fait la distinction. Mais là encore, l'argument est peu soutenable, puisque le législateur assimile à du temps de présence les absences en raison du service national, et on voit difficilement pourquoi l'employeur devrait en supporter les conséquences. On en vient alors à la conclusion que s'il existe une distinction entre les deux types d'absences, c'est que le législateur estime que certaines sont plus légitimes que d'autres. Difficile toutefois d'expliquer aux salariés que l'absence pour maladie professionnelle, qui est légalement assimilée à du temps de travail, est plus légitime que l'absence pour maladie non professionnelle. Notons par ailleurs que la Cour de cassation prend soin de préciser que l'exception concerne les absences légalement assimilées à du temps de travail. L'assimilation conventionnelle des absences n'aurait donc aucun impact sur le caractère discriminatoire de la prime. Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel d'Orléans a rappelé que l'approbation de l'accord collectif par la majorité des salariés ne permettait pas non plus de valider la prime, puisque la prohibition des discriminations est d'ordre public. Un autre argument est lui aussi implicitement balayé par la Cour de cassation. Invoquant l'article 1134-1 du Code du travail, l'employeur a tenté de justifier la discrimination mise en place par la prime. En effet, en vertu de cet article, l'employeur doit montrer que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Pour l'employeur, la prime était justifiée parce qu'elle garantissait la présence des salariés à leur poste et donc elle garantissait la continuité du service public que représentait la gestion des parkings. L'article 1134-1 ne signifie pas pourtant que l'employeur doit convaincre que sa décision est fondée. L'article 1134-1 signifie cependant que l'employeur doit convaincre le juge que sa décision n'est pas fondée sur un motif discriminatoire. Ici, en fait, il devrait prouver, l'employeur, que la prime ne repose pas sur l'état de santé du salarié. L'article ne signifie en revanche nullement que l'employeur a la possibilité de montrer qu'il avait des raisons légitimes de discriminer les salariés. Autrement dit, l'argument du service public ne permet donc pas d'échapper au caractère discriminatoire de la prime. Dernier point méritant d'être soulevé, étonnamment, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir rendu inopposable aux salariés la disposition litigieuse. La sanction légale de la discrimination est pourtant la nullité. Pour rappel, l'inopposabilité permet au tiers de tenir pour inexistante une disposition, bien qu'elle reste valable entre les parties, tandis que la nullité consiste en la disparition rétroactive de la disposition, tant à l'égard des parties que des tiers. Certes, la nullité paraît difficile à appliquer aux mesures négatives, c'est-à-dire celles qui consistent à ne pas faire, ne pas embaucher, ne pas promouvoir ou ne pas donner, comme c'était le cas dans le cas présent. Mais la Cour de cassation a depuis longtemps dépassé cette difficulté en considérant que la nullité consiste à faire comme si le salarié n'avait pas été discriminé, en lui octroyant l'avantage litigieux sans en priver pour autant les autres salariés. Mais il est vrai que la sanction se rapproche alors énormément
pour ne pas dire se confond avec l'inopposabilité, ce qui explique peut-être pourquoi les juges ont retenu ce terme. En conséquence, l'employeur se voit contraint de verser la prime d'assiduité aux salariés absents pour maladie, ce qui prive quand même tout l'intérêt de la prime. Conseillons donc aux partenaires sociaux d'instaurer des mesures préventives de lutte contre l'absentéisme, par exemple en négociant sur les conditions et la qualité de vie au travail. Je vous remercie pour votre attention. Merci également. Vous avez été particulièrement clair parce que je ne suis loin de là spécialiste de droit social et j'ai arrivé à vous suivre. Alors j'aurais quand même, bon, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je veux respecter l'horaire, une question à vous poser sur la première branche du moyen, donc qui pouvait être utilisée, à savoir la distinction entre le salaire et la prime et l'objectif de la prime. Bon, donc c'est un argument qui n'était pas très, très fort. On voit bien que l'avocat, d'ailleurs, a quand même du mal donc, à justifier le pourvoi. Dans cela, le raisonnement de la Cour d'appel d'Orléans et de la Cour de cassation se rattache bien d'ailleurs au Code du travail, où il est bien mentionné qu'on ne fait pas de discrimination en raison de l'état de santé. Donc là, on en revient au même problème.